Bonjour à tous et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine qui reçoit spécialement pour vous l'évêque Mike Djoktan, un homme politique et un leader religieux gabonais, pour un entretien autour de sa dernière publication, La croix et la bannière, l'essence de mon engagement. Découvrez mon invité à travers cet élément. Né le 3 juillet 1972 à Paris, Mike Djoktan est un homme politique et un leader religieux gabonais, président-directeur international des ministères Christ révélé aux nations et président-leader élu du parti politique Le Gabon Nouveau, créé en octobre 2019. Diplômé du Christ for the Nation Institute de Dallas, il y obtient un leadership certificate en 1992 avant de poursuivre sa formation théologique dans la prestigieuse université chrétienne Oral Roberts où il décroche un Bachelor of Arts in Theology en mai 1996. Le 22 mars 2003, il est ordonné évêque et devient ainsi le premier évêque du mouvement pentecôtiste et charismatique du Gabon et occupe la fonction du président du Rassemblement des églises et ministères pentecôtistes et charismatiques REMPEC de 2002 à 2009. Il entre au cabinet présidentiel du feu El Hadj Omar Bongo Ondimba en 2005 en tant que conseiller personnel. Il occupera ce poste jusqu'en janvier 2009, devenant à cette date directeur adjoint de cabinet. En avril 2016, il accède à la fonction de vice-président de l'Union nationale, alors premier parti de l'opposition gabonaise. Un an plus tard, en avril 2017, il démissionne de l'Union nationale et fonde son propre mouvement politique baptisé Le Gabon Nouveau. L'engagement sociétal, l'expérience de terrain, la pratique et la connaissance des dossiers politiques ont conféré à Mike Djoktan une expérience sociale et politique dense. Unifiant son engagement spirituel et son engagement politique, il œuvre inlassablement pour le renouvellement de la classe politique et pour une nouvelle justice sociale. Chers téléspectateurs, comme indiqué, aujourd'hui je reçois pour vous un grand homme, l'évêque Mike Djoktan du Gabon, pour un entretien autour de sa dernière publication, La croix et la bannière, le sens de mon engagement. Bonjour, évêque. Oui, bonjour. Bienvenue à Belles Lettres. Et c'est mon plaisir d'être ici. C'est un honneur et un privilège pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres pour un entretien autour de votre dernière publication, La croix et la bannière, l'essence de mon engagement. Merci. Merci, je suis très heureux d'être là. C'est la première fois que je participe à cette émission, mais j'en suis très ravi. Évêque, vous avez là réussi à produire un livre bien écrit, bien présenté, un livre qui se lit facilement, un livre avec un titre bien formulé et en même temps un livre qui nous révèle un homme qui a une connaissance profonde des réalités politiques de son pays et qui est en même temps doté d'une large culture politique et historique. D'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Bien, mais disons que je me suis engagé en politique depuis 2005. Mais en 2005, c'était un engagement très timide. Oui. Et en 2009, lorsque j'ai franchi une étape dans mon engagement citoyen, j'ai été totalement incompris. Incompris dans ma famille de sang, incompris dans ma famille religieuse, incompris même au niveau simplement du pays. Oui. Donc j'ai jugé utile au travers de ce livre d'expliquer le cheminement qui est le mien en tant qu'ecclésiastique
et qui m'emmène finalement à devenir un ecclésiaste politique. Donc, comment se fait-il que l'homme de Dieu que je suis depuis mon plus jeune âge, finalement, s'est engagé dans l'arène politique? Donc, j'ai voulu l'expliquer. Et puis, j'ai rajouté dans le livre mes expériences, mes rencontres avec notamment le président Omar Bongo, le président Ali Bongo et mon président André Baobam. Donc, les différents rapports que nous avons eus, ma perception de l'action politique qui a été la leur. Et puis, finalement, je raconte aussi les événements qui se sont déroulés au Gabon de 2009 jusqu'à 2017-2018, événements auxquels j'ai participé et dont je suis un témoin oculaire de premier plan. Et le titre de ce livre, La croix et la bannière, est-ce pour dire que c'est une entreprise difficile, l'entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé, ou sinon, à quoi renvoient les termes croix et bannière dans votre pensée, dans le contexte du titre de ce livre? En fait, le titre du livre, c'est un grand clin d'œil dans lequel, effectivement, je dis en deux mots plusieurs choses. Oui. D'abord, vous savez que je suis évêque. Oui. Et en plus d'être évêque, aujourd'hui, j'ai un engagement citoyen affirmé. Donc, la croix et la bannière. Donc, j'ai voulu faire ce jeu de mots-là. Mais ensuite, effectivement, je veux indiquer que le chemin sur lequel je me suis engagé, qui est le chemin pour le bien-être de mon pays, le Gabon, Oui. et puis plus largement de tout le continent africain, j'ai bien voulu indiquer que ce chemin, j'ai conscience que c'est un chemin difficile, c'est un chemin long, d'où l'idée de la croix et la bannière. Alors, on a longtemps hésité, on voulait mettre un point d'interrogation, Oui. parce que à la question de la croix et de la bannière, on voulait répondre, c'est possible. Mais finalement, on a été convaincu avec ceux avec qui je réfléchissais sur la question que la croix et la bannière exprimaient bien le fond de ma pensée et que, à la lecture du livre, les gens comprendraient qu'effectivement, je suis optimiste Oui. et que je crois que demain sera effectivement meilleur qu'aujourd'hui pour notre pays et puis pour tous nos pays. Que pouvez-vous dire à ceux qui pensent qu'il y a incompatibilité entre votre statut d'homme d'église et votre engagement politique? Écoutez, sur le plan moral Ouais. ou sur le plan éthique, il n'y a pas d'incompatibilité pour Ouais. une raison simple, c'est que la Bible est remplie de personnages qui simultanément ont occupé toutes ces fonctions. Melchisédek, roi de Salem, Oui. sacrificateur du Dieu très haut, donc prêtre devant le peuple et devant Dieu en son temps. Bon, tout le monde est familier avec la personnalité de Moïse, Oui. qui en même temps est le premier homme de Dieu de la Bible, mais en même temps qui est le premier législateur, qui est l'opposant de Pharaon, qui, après lui avoir résisté, a fait sortir les enfants d'Israël de l'oppression égyptienne. Bon, il y a Jésus lui-même qui, lorsque les rois mages sont venus l'adorer, ont reconnu qu'il était le roi des Juifs qui venait de naître. D'ailleurs, c'est cette même déclaration qui est faite par les soldats romains à la croix. En effet, celui-ci est vraiment le roi des Juifs. Alors, oui, il y a suffisamment de précédents bibliques pour accepter, sans plus discuter, le fait qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Maintenant, s'il doit y avoir une incompatibilité, c'est lié à la lourdeur des charges. Oui. C'est vrai qu'être évêque, c'est une charge lourde, extrêmement lourde. Et puis, être gouvernement, c'est aussi une charge extrêmement lourde. Donc, il faut pouvoir gérer les deux. Ce n'est pas toujours simple. C'est pour ça que moi, les deux manteaux cohabitent en moi, mais j'avoue que ma difficulté, c'est au niveau de la gestion de mon temps,
des choix de priorité qu'il faut faire. Mais on m'a dit aussi que quand on veut confier une mission importante à quelqu'un, Oui. on doit s'assurer que c'est quelqu'un qui est déjà occupé. Donc effectivement, j'étais déjà occupé et j'ai le sentiment que Dieu m'a donné une autre mission, une mission supplémentaire à celle que j'avais déjà. Mais ces deux missions vont dans le même sens. Parce qu'en tant qu'évêque, je suis au service de Dieu par les hommes. En tant qu'homme politique, je reste au service des hommes. Et derrière mon service pour les hommes, effectivement, c'est le service de Dieu que j'essaie d'accomplir. En fait, cette cohabitation entre les deux, on pouvait bien la comprendre dans le temps passé, les temps bibliques. Actuellement, il y a une démarcation entre les deux, le politique et le religieux. Bon, en fait, je crois comprendre ce que vous faites allusion. Vous voulez simplement indiquer que le monde politique est si ténébreux Oui. qu'il devrait y avoir un mur de séparation net entre l'ecclésiastique et le politique. Mais ma compréhension, elle est tout autre. Je vais du principe que si le monde politique est un monde ténébreux, Oui. alors il faut que nous y apportions la lumière. Et je considère qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, la Bible dit nous sommes la lumière du monde. Et donc cette lumière, elle ne doit pas être cachée sous un boiseau, mais au contraire, elle doit être exposée, elle doit être positionnée haut pour pouvoir éclairer toute la ville. Mais après, il faudrait que l'Église, Oui. que les chrétiens plus particulièrement, parce que c'est eux qui posent ce problème, parce que la question de la cohabitation du religieux avec le républicain, Oui. elle ne se pose pas dans les pays islamiques. Hein? C'est une question qui se pose chez nous, okay, dans le milieu chrétien. Bon, il faut mieux comprendre c'est quoi la grande commission. Matthieu 28, 18 et 19. Voici, c'est Jésus qui parle, c'est les paroles qu'il prononce après la résurrection. Après avoir prononcé ces paroles, il est enlevé dans les airs. Il dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et puis il se tourne vers ses disciples et il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Pas faites des disciples dans toutes les nations, mais faites de toutes les nations des disciples. Alors, quand on relit le verset 18 au verset 19, on comprend que la grande commission, finalement, c'est aussi une question de qui domine ou de qui a le pouvoir. Et je comprends effectivement la prière que Jésus enseigne à ses disciples, où il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne où? Que ton règne vienne des cieux sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Okay? La volonté est faite sur la terre parce que le règne de Dieu est descendu. Derrière le mot règne, il y a le mot royaume. Tout le monde sait que le royaume, c'est une expression politique pour désigner un système de gouvernement, une façon de vivre et d'exercer le pouvoir. Donc, le christianisme, c'est aussi cela. Et c'est important que nous puissions le dire à nouveau et que ce soit entendu par tous. Lors de l'un de vos entretiens, vous avez semblé dire que Dieu habitait dans les ténèbres. Oui, effectivement, c'est surprenant, mais il y a plusieurs textes, notamment dans le livre d'Exode, Oui. où on explique que Dieu se trouvait dans les ténèbres épaisses. Alors effectivement, c'est plus clairement perceptible dans la traduction anglaise, Oui. ou pour ceux qui lisent les textes dans les langues originales, mais c'est ça. Dieu habite dans les ténèbres et c'est l'homme qui a le pouvoir de chasser les ténèbres. Ça veut dire que quand Dieu est dans les ténèbres restent ténèbres. Okay? Mais quand l'homme entre dans les ténèbres, c'est lui qui y apporte la lumière. D'ailleurs, Genèse 1.1 ne dit pas autre chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Elle dit que les ténèbres recouvraient la surface des abîmes et le Saint-Esprit pourtant était là. Et il se mouvait au-dessus des eaux.
Et souvent, quand on observe ce qui se passe dans le monde, on a l'impression que les ténèbres engloutissent la lumière des enfants de Dieu. C'est une impression, Ah mais bon c'est une fausse impression. Les ténèbres, la Bible dit, ne régneront pas toujours sur la terre. En tout Mais cas, elles c'est la règnent- promesse. elles règnent pour le moment. C'est la promesse, Oui. promesse que Dieu nous fait, Oui. et c'est le sens de la mission qui nous est confiée, que nous devons absolument réaliser. Avez-vous le moyen pour faire triompher vos idéaux sur le plan politique? Ben, écoutez, oui, en fait, c'est clair que la mission dans laquelle je me suis engagé n'est pas simple. Ouais. Il y a une nécessité de partager les idées, les valeurs. Il y a un grand travail pédagogique à faire, et on n'est pas toujours reçu pour ce qu'on est. Parfois, on est victime des préjugés que les gens ont dus aux tromperies dont ils ont été victimes dans le passé par les politiques en général. Oui. C'est pas simple. Mais moi, je vais du principe que si c'était simple, tout le monde le ferait. Et que c'est justement parce que ce n'est pas simple que je dois m'y engager. Et que je m'y suis engagé. Et naturellement, quand on s'engage dans un projet de ce type, notez que je n'utilise pas le mot aventure. Quand on s'engage C'est une entreprise. dans un projet de Oui. ce type, on doit s'y engager avec foi et avec conviction, parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Et que sans la foi en Dieu, la foi en nous, la foi dans les gens vers qui nous sommes envoyés, on ne peut pas obtenir de véritables résultats. Donc, mon engagement s'appuie sur ma foi 3 fois. Je crois en Dieu, Oui. je crois en moi, et je crois aussi dans les gens vers qui Dieu m'envoie. Oui. Vous croyez en Dieu, vous croyez en vous et vous croyez en l'homme. Absolument. Ok. En optant pour cet engagement sur le plan politique, vous vous êtes décidé, en âme et conscience, de faire de la politique. Comment concevez-vous cette tâche, cette activité, faire de la politique? Écoutez, la politique, le mot politique a diverses connotations en fonction de qui le prononce et de qui l'écoute. Mais pour ce qui me concerne, je considère que la politique est une tâche noble. Oui. Parce que la politique consiste à se mettre au service de la cité, à se mettre au service des autres. Donc, voilà ma façon de voir la politique. Je suis absolument certain qu'il n'y a aucun problème auquel puisse être confrontée une ville, Oui. un pays, qui n'ait pas de solution. Et les solutions, c'est les hommes qui doivent les apporter. Ok? Donc, il faut que les hommes bien pensants, que les sachants, ok, s'impliquent, ok, pour permettre que le bénéfice soit partagé à la multitude. Pour Aristote, ce philosophe grec, il n'y a pas de sens de parler du bonheur de l'homme en dehors de la cité, comme pour dire que ce bonheur-là dépend de la bonne gestion de la cité, une bonne gestion qui ne peut être qu'assurée que par la politique. Bon, mais l'apôtre Paul ne dit pas autre chose que ce que dit Aristote. Il dit priez pour la paix de la ville, car votre prospérité dépend d'elle. Et effectivement, il y a des réalités qui sont individuelles, qui sont personnelles, mais il y en a d'autres qui sont collectives. Et quand on fait partie du collectif, il y a effectivement des choses que l'on subit Oui. malgré soi. Hein, je prends le cas, par exemple, de nos pays dans lesquels il y a certaines infrastructures manquantes, mais c'est difficile de partir d'une ville à une autre, okay, quelle que soit la prospérité individuelle, Ouais. si l'État n'a pas pris la responsabilité de construire les routes et les autoroutes. Donc oui, il y a une prospérité individuelle et une prospérité collective, et la politique
doit permettre de répondre à ces deux problématiques. La prospérité de tous, ok, et dans cette prospérité collective, les prospérités individuelles. Comment concevez-vous le bonheur de l'individu dans la société, dans la cité? Écoutez, personnellement, j'ai beaucoup de mal à jouir de ce que Dieu me donne Oui. quand en face de moi, je vois la détresse de ceux qui sont moins favorisés ou moins nantis. Ouais. Et j'ai le sentiment que le bonheur individuel peut avoir un goût amer quand il est vécu au milieu de la détresse populaire. Comment concevez-vous ce bonheur-là? Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Quelle est votre idée du bonheur de l'homme dans la cité? C'est ça ma préoccupation. Bien, mais déjà, il faut que l'environnement garantisse le bien vivre ensemble. Oui. Alors, ça passe effectivement par le respect des libertés et des droits humains. Oui, toutes les libertés doivent être garanties dans le contexte de la cité. Et effectivement, la cité doit devenir un pays d'opportunités pour qu'il n'y ait pas de plafond au-dessus de la tête des citoyens, mais que par l'effort et par le travail et par la recherche, que chacun puisse parvenir à la réalisation de ses rêves. Je pense que quand il y a des rêves individuels qui s'accomplissent, la somme de ces rêves individuels deviennent des rêves collectifs et c'est pour le bénéfice du plus grand nombre. Est-ce que le bonheur est accessible à l'homme sur cette terre? Cet homme qui est en fait un éternel insatisfait. Écoutez, moi, c'est une question que je me pose pour moi-même. Oui. Qu'est-ce que le bonheur? Ouais. Et j'avoue que je n'ai pas une réponse, qui me satisfasse moi. Mais mon expérience, c'est qu'il y a tout au long de la vie des instants de bonheur, des moments de bonheur. Et quand on a beaucoup d'instants de bonheur ou beaucoup de moments de bonheur, alors de façon globale, Oui. on considère qu'on est un homme heureux. Et donc c'est ce que je souhaite à chacun, d'avoir beaucoup d'instants, beaucoup de moments de bonheur. Et quand un homme vit cet instant de bonheur, il le sait. Parce que ça touche les émotions, parfois il y a des larmes qui coulent, parfois il y a des cris de joie qui s'expriment, okay? Il y a des attitudes de satisfaction qui se manifestent, même de façon corporelle. Bon, quand on est heureux, sur le moment, on le sait. Et que dire de ceux qui pensent que le bonheur, c'est un état de contentement sur le plan peut-être matériel, physique et spirituel, intellectuel? Bon, je crois que c'est un artiste français qui disait que quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Oui. C'est une façon de voir la vie, ce n'est pas la mienne. Moi, je pars du principe qu'il faut se donner des objectifs, Oui. chacun individuellement, et il faut travailler à les obtenir. Et parfois, le contentement est l'ennemi de l'ambition. Moi, je prêche un message qui vise à réveiller les ambitions pour que les gens soient capables de repousser les limites de ce qu'ils sont et aussi les limites de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont. Selon vous, quelles sont les qualités requises de la part du dirigeant pour qu'il y ait une bonne gestion de la cité? Un dirigeant doit avoir quelle qualité pour bien gérer la chose publique? Alors, je crois que pour bien gérer la chose publique, les qualités les plus importantes, Oui. ce sont les qualités humaines. Le sens de la justice, l'équité, Oui. le courage, Oui. la clairvoyance, le fait d'être visionnaire. Je crois que ce sont ces qualités, l'honnêteté, l'intégrité.
Ce sont ces qualités humaines qui, de mon point de vue, produisent un bon dirigeant. Après, effectivement, ce bon dirigeant doit s'entourer de ceux qui ont des expertises pointues dans les différents domaines d'activité du pays, et il doit réussir, mais par les qualités humaines qui sont les siennes, à les manager, à les gérer et à leur permettre d'opérer au maximum de leur potentialité. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons reçu un grand homme, comme je l'ai dit à l'introduction, l'évêque Mike Djoktan du Gabon, avec qui je m'entretiens autour de sa dernière publication, La croix et la bannière, le sens de mon engagement. Dans la préface de votre livre, le docteur Mumba cite une de vos devises qui, selon lui, illustre mieux votre conviction politique et sociétale. Je cite: « Les régimes passent, les peuples perdurent et leur droit à la dignité demeure immuable et inaliénable. » Qu'est-ce que cette devise insinue en vous? En fait, tout ce que je veux indiquer, c'est que dans un pays, oui, il faut mettre fin à l'indignité et à toutes les indignités. La pauvreté et la misère sont une indignité. L'absence d'éducation, c'est une indignité. L'absence de liberté, c'est une indignité. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le droit à la dignité, ça fait partie des droits humains fondamentaux. Et que ces droits, en aucun cas et pour aucune raison, ne doivent être aliénés ou remis en cause. Je pense que beaucoup de dirigeants africains peuvent tirer des leçons de cette devise qui est vraiment parlante dans la gestion de la chose publique. Moi, ma démarche politique, elle est simple. Oui, je fais un diagnostic de ce qui a été et de ce qui est. Mais après avoir fait ce diagnostic, je ne cherche à stigmatiser personne. Et je ne veux pas passer le reste de ma vie à juger ceux qui m'ont précédé, à juger ceux qui ont été aux commandes des nations. Je veux leur accorder le bénéfice du doute et croire qu'ils ont fait le meilleur de ce qu'ils pouvaient faire dans les limites de leurs compétences et de leurs capacités. Moi, je veux présenter quelque chose pour l'avenir. Et c'est à ça que je m'attache aujourd'hui. C'est pour cela que certaines personnes questionnent mon positionnement. Mais mon positionnement est radical. Et mon positionnement est clair. Je suis pour le progrès. Je suis pour une démocratie vraie. Je suis pour la sortie du sous-développement, donc pour le développement harmonieux de chacune de nos nations. Au fait, vous êtes à la tête d'un parti politique, le Gabon Nouveau. Sur quelles valeurs comptez-vous bâtir, construire ce Gabon Nouveau? Alors, oui, effectivement, je suis le président leader du Gabon Nouveau. Oui. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé, mais pourquoi président leader? Oui. Mais parce que les membres de mon parti, ou disons ceux qui se sont associés à moi dans ce projet, nous les appelons leaders. Parce que nous voulons qu'ils aient la conscience que le Gabon sera ce qu'ils vont en faire. Donc qu'ils sont les écrivains, pas seulement de l'histoire, mais ils sont les écrivains de l'avenir. Je considère que le monde de toutes les façons va changer, mais en tant qu'hommes, nous avons la responsabilité de décider dans quelle direction il change ou comment
est-ce qu'il change? Et donc, à ceux qui sont membres de mon parti, je les appelle leaders. Donc c'est pour ça que je suis président leader. Maintenant, quelles sont les valeurs sur lesquelles nous nous appuyons? Oui. Liberté, Oui. travail, progrès. Bon, déjà, depuis le début de l'entretien, j'insiste sur le fait que les droits humains fondamentaux doivent être garantis, Oui. okay, et même promus. Le travail, parce que je crois dans une société où les gens récoltent ce qu'ils sèment, où les gens sont récompensés pour ce qu'ils produisent. Je crois dans la méritocratie. Bon, naturellement, quand on croit dans la méritocratie, c'est dans les deux sens. Ouais. Okay? Ceux qui font bien doivent être récompensés et ceux qui font mal doivent être punis. Je crois que le travail fait partie de la dignité de l'homme. La Bible dit le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Donc, il faut le travail. Et en fait, l'une des idées dont je fais la promotion, c'est de rendre le chômage illégal dans notre pays, dans nos pays. Okay? Considérer que c'est la responsabilité du gouvernement de permettre à chacun des citoyens, des concitoyens, d'avoir un espace travail ou d'avoir une situation qui lui permette de travailler. Et toutes les politiques que je propose d'ailleurs et qui mettent l'homme au cœur du dispositif sont des politiques qui mettent l'homme au travail. Okay? C'est par le travail que l'homme doit trouver son épanouissement. Et puis enfin, progrès. Oui. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vivre sans tenir compte du monde qui se mondialise, en fait, qui devient un grand village planétaire. Oui. Nous ne pouvons pas vivre en marge des nouvelles technologies de l'information. Nous devons intégrer tous ces systèmes, tous ces modes de communication des uns avec les autres. Et puis, nous ne pouvons pas vivre dans un monde où les intégrations ne se font pas correctement. Aujourd'hui, je crois très fortement dans l'intégration régionale, sous-régionale et même l'intégration africaine. Réussir à faire en sorte à ce que nos États-nations ou nos nations-États deviennent un grand rassemblement, okay, de toutes nos nations, de toutes nos cultures, regardant dans la même direction, marchant ensemble, main dans la main, pas à pas, pour garantir le meilleur à tous. Souvent, dans ce rendez-vous du donner et du recevoir qu'est la mondialisation, nos pays africains sont plus des consommateurs. Ils participent moins à ce rendez-vous-là. Ils se contentent de consommer ce qui vient d'ailleurs. Mais même sur le plan culturel. Oui, alors c'est un des grands paradoxes, c'est l'une des grandes contradictions de nos pays. Je prends par exemple le golfe de Guinée, hein, auquel nous appartenons. C'est effectivement la zone géographique du monde la plus riche et en même temps, c'est la zone la plus problématique ou la plus pauvre. Okay? C'est un grand paradoxe que nous devons corriger. Ouais. Et aujourd'hui, les politiques que nous proposons visent à faire en sorte à ce que les valeurs ajoutées des richesses que nous avons, qu'elles soient produites ici. Okay? Ce qui permettra effectivement qu'il y ait comme un renversement de situation, ouais. Okay? Qui fasse que nous n'allions plus acheter les produits à valeur ajoutée à l'extérieur, mais plutôt qu'on vienne les chercher chez nous, ou au moins qu'on semi-transforme, okay, ce que nous avons chez nous. Dans votre question, j'ai bien compris qu'il y a le sujet de la souveraineté culturelle. Oui. Effectivement, je pense que un individu, pour vivre et s'épanouir pleinement, doit savoir qui il est. Oui.
Donc la question de son identité est majeure. Mais on n'a pas d'identité si on n'a pas de culture, si on n'a pas d'origine. Et donc, nous ne pouvons pas construire l'Afrique dont nous rêvons si nous détruisons sa culture, si nous détruisons son histoire. Donc effectivement, la question de la souveraineté culturelle est une question extrêmement importante. De la souveraineté culturelle va découler la souveraineté économique, la souveraineté politique et même la souveraineté sociale. Ça fait partie des choses que je dis. Alors pour donner de la clarté à ce que je viens de dire, récemment, les pays africains, dans leur grande majorité, ont été invités à légaliser l'homosexualité. Et il y a une pression qui est mise sur nos pays pour qu'on accepte l'idée que l'homosexualité soit un style de vie alternatif, pour que nos États légifèrent là-dessus, pour permettre, premièrement, le mariage entre personnes de même sexe, et plus loin, même l'adoption, d'enfants, etc., par les couples homosexuels. Alors, je comprends bien que dans certains pays européens, occidentaux, que cette question ne fasse pas débat, parce que c'est accepté depuis très longtemps que l'homosexualité n'est pas une déviation, mais que c'est simplement un état de fait qui doit être toléré par tous. Et par conséquent, les personnes qui vivent cette réalité doivent être protégées et pouvoir vivre en bonne intelligence avec ceux qui leur sont différents sur cette question-là. Mais sauf que chez nous, en Afrique, l'homosexualité ne fait pas partie de notre culture. Et je me souviens, je discutais avec un vieux monsieur qui me disait, est-ce qu'on peut véritablement être bantou et être homosexuel? Et il me disait, être bantou ou homosexuel, il faut choisir parce que les deux ne sont pas compatibles. Et il m'a expliqué comment, au fil des années, cette question-là a été traitée dans nos villages par nos ancêtres. Alors, je peux comprendre effectivement que dans nos pays, il y a une forte résistance à accepter cette nouvelle façon de vivre qui vient de l'Occident. Pourvu que ça dure. Qui viennent de l'Occident. Pourvu que ça dure, puisque on se bat, on le refuse maintenant, mais avec le temps, on finira peut-être par l'accepter. Bon, mais ce qui est clair, c'est que les sociétés évoluent, et que même les cultures évoluent, les us et coutumes évoluent avec le temps. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de l'état d'esprit général de la population, qui n'est pas mûre et qui n'est pas prête pour accepter cela. Peut-être que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, peut-être que dans 30 ans, il y aura eu des évolutions dans la pensée, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà moi ce que je dis. Et si ce n'est pas encore le cas, bien il faut qu'on respecte cette particularité culturelle qui est la nôtre. Je n'aborde pas la question sur le plan moral ou sur le plan biblique. Dans ce que nous disons, je l'aborde sur le plan culturel. Vous ne trouvez pas que nos cultures ancestrales n'ont pas été compétitives dans la confrontation avec la culture européenne, qui n'ont pas eu assez de force pour résister à cette culture, ce qui fait que beaucoup de jeunes adoptent facilement la culture européenne, qui est la culture de nos ancêtres? Moi, je suis absolument convaincu
que la culture occidentale n'est pas supérieure à notre culture à nous. Mais elle a la Nous force de sommes, s'imposer. mais nous sommes simplement victimes du sous-développement. Nous sommes victimes de la pauvreté. Nous sommes victimes de notre propre faiblesse. Mais c'est pour cela, effectivement, que nos pays doivent se développer pour que, de la même façon que la voix des autres se fait entendre dans le concert des nations, que notre voix à nous aussi puisse se faire entendre. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés. La Bible ne dit pas autre chose, hein. Elle dit que la sagesse du pauvre, elle est méprisée. Okay? Quand celui qui pense n'a pas les moyens d'exprimer sa pensée et de la vulgariser, eh bien, sa pensée est marginalisée. Et c'est effectivement ce que nous vivons depuis des décennies et des siècles. Et notre faiblesse réside à quel niveau, selon vous? Bon, aujourd'hui, Oui. Je dis le sous-développement de l'Afrique Ouais. n'est pas un sous-développement culturel. Les Africains ne sont pas génétiquement moins performants que les Américains ou que les Anglais ou les Français ou les Juifs et les Arabes. Les Africains sont sous-développés parce qu'il leur manque les infrastructures. C'est pour ça que je suis convaincu qu'une partie de la résolution du problème, c'est la construction des infrastructures. Okay? Et nos pays doivent s'engager dans des projets de grands travaux pour que nous rattrapions notre retard sur le plan des infrastructures. Quand nous aurons rattrapé ce retard sur le plan des infrastructures, notre voix, y compris notre voix culturelle, sera plus audible. Si on pouvait revenir au Gabon, est-ce qu'il y a un héritage acquis du Gabon ancien que vous estimez qu'on peut le préserver? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Mais oui, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qu'on a retenu du Gabon ancien et qu'on peut perpétuer dans le Gabon futur, le Gabon à venir? Ben oui, le Gabon est un pays qui n'a jamais connu la guerre. Ouais. Le Gabon, dans son histoire, a toujours été en paix. La paix, c'est une des valeurs que les Gabonais, qui est chère aux Gabonais, qu'ils ont toujours su préserver. Et ma prière, c'est que les crises à venir, les situations difficiles auxquelles nous allons être confrontés, ne mettent jamais en péril la paix collective de notre pays. Vous avez donné au chapitre 9 de votre livre un titre qui est en fait un constat. Le monde de l'éducation est en panne. Que faut-il faire pour le dépanner et par où comptez-vous commencer? Bon, en fait, vous savez, mon livre n'est pas un livre-programme. Ouais. Donc, je ne prétends pas, au travers de ce livre, donner des recettes pour résoudre tous les problèmes auxquels les Gabonais pourraient être confrontés, y compris les problèmes liés à l'éducation de nos enfants et de nos jeunes. Ouais. Mais ce que je dis simplement, c'est que il n'y a pas de plus grande valeur que les hommes. Et les hommes, pour vivre au maximum de leur potentiel, ils doivent être correctement formés. Ouais. Et donc, l'éducation doit être une priorité, qui doit être pensée, repensée et repensée toujours. Ouais. Bon, voilà. Donc, ça, c'est ma position. Je pense que il faut que les budgets alloués à l'éducation soient constamment revus à la hausse, parce que c'est une priorité.
On ne peut pas parler d'éducation sans parler des enseignants. Okay? Donc, la fonction d'enseignant doit être revalorisée pour que ce ne soit pas le lieu où se retrouvent ceux qui n'ont pas pu faire autre chose, mais que les gens puissent y aller par vocation, qu'un jeune garçon de 15 ans, 16 ans puisse dire avec fierté à ses parents « je rêve de devenir un enseignant » et que, l'ayant dit, il soit encouragé par les siens. Ça pose la question du contenu de l'éducation. Ouais. Okay? Quand les gens sont éduqués, qu'est-ce qu'ils font de l'éducation qu'ils ont reçue? Comment est-ce que l'éducation affecte la façon dont ils pénètrent le monde du travail, la façon dont ils vivent dans la société? Donc toutes ces questions-là, de mon point de vue, doivent être des questions majeures qui doivent être posées, reposées, qui doivent faire l'objet de réflexion, et il doit y avoir une volonté politique d'améliorer le système régulièrement, comme c'est le cas d'ailleurs dans les grands pays. Okay. Dans le dernier chapitre intitulé « Quel pays pour tous et pour toutes ?», vous abordez la question de l'État, de la définition de l'État et de son rôle. Quelle est l'idée que vous vous faites de l'État et de son rôle dans le contexte gabonais? Écoutez, ou africain? Moi je ne crois pas en un pays sans l'État. Ouais. Voilà. Et je crois que l'État a des responsabilités et que l'État doit assumer ses responsabilités. Bon, ça nécessite que l'État soit crédible. Ça nécessite que l'État soit fort. Ça nécessite que l'État soit puissant. Voilà. Je crois dans un État qui organise et qui réglemente le vivre ensemble. Et qui le fait de façon équitable, qui le fait en toute justice. Comment voyez-vous le Gabon à venir? Autrement dit, quel est le rêve que vous vous faites de ces Gabons-là? Mais je crois dans le Gabon gagnant. Un Gabon vainqueur où il fera bon vivre pour tous. Pour ma part, je ne suis pas dans la fatalité. Je crois que le Gabon ne sera pas en retard par rapport à l'évolution de l'Afrique et l'évolution du monde. Et je crois que le Gabon répondra présent, victorieusement, aux défis que lui présente le monde d'aujourd'hui. Et à propos de l'Afrique, selon vous, quelles sont les conditions des possibilités de l'avènement d'une Afrique forte et prospère? Mais écoutez, je l'ai dit un peu tout à l'heure en indiquant que Dieu nous a fait la grâce d'avoir dans le sous-sol et d'avoir sur le sol des ressources telles qu'elles n'existent pas ailleurs. Ouais. Nous avons dans nos pays la grâce d'avoir aussi un climat qui honnêtement nous est favorable et qui nous est envié, par beaucoup, par plusieurs. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Ce que nous devons faire, c'est nous développer. De façon à ce que Dieu nous a donné ne reste pas dans son état brut, mais que nous puissions le raffiner pour en jouir pleinement. J'ai indiqué tout à l'heure que le sous-développement de l'Afrique, selon ce que je comprends, est lié premièrement au manque des infrastructures. Ce déficit d'infrastructures, il faut le combler, et il faut le combler urgemment. Quand on aura comblé ce déficit des infrastructures, on verra que nous aurons franchi des pas importants et la vie ici en Afrique sera totalement différente de ce qu'elle est. Je vous donne un exemple. Je suis au Gabon, je veux venir au Congo-Brazzaville pour ensuite venir à Kinshasa. Je peux prendre un avion
qui me fait faire le tour de l'Afrique. Je pars le matin à 6 heures, j'arrive à 17 h, 18 h. Alors que, en réalité, c'est un vol qui devrait durer un peu plus d'1 heure, 1 h 30 si on utilise un gros porteur. C'est la conséquence du sous-développement. Récemment, je suis allé en France et ensuite au Luxembourg, je devais prêcher. Nous sommes partis de Paris, nous avons traversé la Belgique, nous sommes arrivés au Luxembourg par la route. Nous n'avons rencontré aucun barrage. Ça s'est fait de façon tout à fait naturelle. Okay. J'ai fait 3 pays différents en l'espace de quelques heures. Okay. C'est rendu possible par les infrastructures. Vous voyez, vous fabriquez quelque chose en France, vous voulez le vendre en Belgique, okay. Mais par la route, vous pouvez acheminer vos différents produits. Parfois, à l'intérieur de notre pays, on n'est pas capable de produire dans une région et d'alimenter la région voisine parce qu'il manque la route. Et donc, les 2 régions voisines sont obligées de faire appel à ce qui vient par descente d'avion. Okay. C'est le sous-développement. C'est le manque d'infrastructures. Okay, là, nous sommes en train de cheminer lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Que voulez-vous que ceux qui nous suivent retiennent de vous et du sens de votre engagement politique? En fait, ce que je voudrais, c'est que l'on comprenne que je me suis engagé en politique avec la même conviction, la même passion, le même amour, le même zèle que lorsque je me suis engagé au sacerdoce ecclésiastique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je voudrais qu'on retienne de moi que j'ai un positionnement clair. Okay, j'ai un positionnement clair. Je n'ai pas de... En fait, mon ambition pour le Gabon n'est pas floue. Okay, je rêve d'un Gabon gagnant, d'un Gabon où il fera bon vivre pour tous les Gabonais. Et je rêve d'un Gabon qui retrouve sa place de dignité et de noblesse au milieu des autres nations africaines, d'un Gabon qui puisse servir d'exemple, de modèle pour les autres pays africains, un Gabon qui soit un pays leader, qui soit un pays locomotive, okay, qui ne retarde pas la dynamique de développement des autres, mais qui au contraire contribue à faire en sorte que l'Afrique tout entière puisse se développer encore plus vite. Un Gabon vainqueur, un Gabon rayonnant, un Gabon lumineux. Avez-vous en vue une autre publication? Oui. En fait, j'ai plusieurs publications sur lesquelles je travaille d'ores et déjà. Oui. Mais ma prochaine publication, je parlerai sur la souveraineté culturelle, notamment, et le lien entre cette souveraineté culturelle et le développement de nos pays. Et en même temps, je toucherai à l'intérieur la question des droits, des libertés fondamentales. Que pouvez-vous dire à ceux qui nous suivent et qui veulent se procurer votre livre? Bien, je pense que tout à l'heure, on va mettre sur les écrans les liens qui permettent aux gens de l'acheter. Mais le livre est commercialisé dans tous les organes de presse en France, du moins en Europe. Il suffit de le demander dans n'importe quelle librairie et ils doivent être capables de vous le livrer. Sinon, il y a une version digitale qui est disponible en ligne. Alors, il suffit de rentrer dans les liens qui vont être partagés ou simplement de faire une recherche. Mike Joktan, la croix et la bannière, et on vous indiquera un moyen de vous acquérir le livre dans sa version digitale. D'ailleurs, il est moins cher en version digitale qu'en version papier. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous vous disons sincèrement merci. Merci pour votre disponibilité.
C'est moi qui suis reconnaissant. Vous savez, j'apprécie fortement j'apprécie fortement l'opportunité que vous me donnez de parler au travers des airs aux multitudes qui régulièrement se connectent à la chaîne Vert Pâturage. Vraiment merci pour cette invitation et cette très grande opportunité. En tout cas, j'apprécie cette invitation et derrière cette invitation, votre amitié. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous venons là de recevoir un grand homme, l'évêque Mike Djoktan du Gabon, un homme politique, un leader d'église, avec qui je me suis entretenu autour de sa dernière publication, La croix et la bannière, l'essence de mon engagement. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.